Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Les temps sont durs pour le gouvernement au Sénat. Il faut dire que depuis la semaine dernière, les sénateurs sont en train de réécrire complètement le projet de loi de réforme de la décentralisation. J'ai comme un sentiment de solitude, a déclaré hier en séance publique Maryse Lebranchu, la ministre de la décentralisation, constamment mise en minorité depuis le début de l'examen de ce texte. Vendredi soir, elle a assisté au rejet des deux principales mesures de ce projet de loi, à savoir la création d'une conférence territoriale assortie d'un pacte de gouvernance territoriale. Et hier, coup de théâtre, les sénateurs ont supprimé les articles créant la métropole de Paris. Hier soir, ils ont entamé les articles créant la métropole de Lyon et les débats, vous allez le voir, étaient un petit peu moins animés. Retour donc ce matin sur la séance d'hier soir. Bonne matinée à tous. Et nous en arrivons à l'article 20, pour lequel j'ai une demande de parole de Madame Kukierman. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, depuis le début de nos travaux en commission, nous avons beaucoup entendu parler de la future métropole lyonnaise, comme si tout le monde se réjouissait de la mise en place de cette nouvelle collectivité et comme si cela ne semblait poser de problème à personne. Il y a cependant, oui, vous venez juste d'arriver, Monsieur Collomb, vous avez raison. Il y a cependant au moins un aspect qui n'a jamais été soulevé. En effet, cette métropole, à l'inverse des autres, n'est pas un établissement public de coopération à qui les communes délèguent un certain nombre de leurs compétences. Il s'agit, si la loi est votée, d'une collectivité de plein exercice qui absorbe en fait l'essentiel des compétences des communes. Ainsi, pour la première fois, la loi décide d'attribuer à une collectivité la tutelle complète d'une collectivité sur les autres. En effet, par définition, les communes ne sont pas membres de la métropole. La loi n'a toujours pas prévu qu'une collectivité territoriale soit composée par d'autres collectivités. Elles sont censées être indépendantes les unes des autres. Aussi, dans cette perspective métropolitaine lyonnaise, comment pourrons-nous toujours dire que toutes les communes de ce territoire disposent de leur libre administration dans les domaines que la loi leur attribue? En fait, les communes ne deviennent que des arrondissements, mais ne peuvent demeurer des communes tant les pouvoirs qui lui restent attachés sont faibles et, de fait, leur autonomie financière et fiscale réduite aux acquêts. Finalement, il n'est pas sûr que cette création dans les conditions de cette loi soit parfaitement constitutionnelle. La mise sous tutelle des communes de la communauté urbaine de Lyon actuelle est même clairement définie dans ce texte et les attributs de leur libre administration totalement remis en cause. La présentation avantageuse de l'opération de métropolisation vise évidemment à laisser penser que ce mouvement est dans l'ordre des choses et qu'un avenir radieux attend les habitants de la future métropole. Et ce, alors même que les maux qui traversent la société française depuis la loi créant les communautés urbaines, depuis 1969 plus loin, sont bien loin d'épargner le Grand Lyon. 1,2 million d'habitants sont concernés. Certes, oui, mais bien des mots vont encore couler sur le sujet, comme coulent la Saône et le Rhône vers une confluence dont l'avenir n'est pas encore tout à fait établi. Les enjeux sont sérieux. Fin décembre 2011, on comptait sur le territoire du Grand Lyon près de 95 000 chômeurs, dont le tiers de longue durée, plus de 50 000 familles monoparentales, un revenu fiscal moyen supérieur à la moyenne nationale, mais plus de 40% de personnes non imposables disposant de moins de 10 000 € de revenus. L'agglomération compte près de 30 zones urbaines sensibles sur son territoire. À la Grapinière, commune de Vaux-en-Velin, le revenu moyen est inférieur de 20% à celui de la commune et ne représente que 45% du revenu des habitants de l'agglomération. Plus largement, près de 25 000 familles de ces zones urbaines sensibles ont des ressources constituées totalement ou majoritairement de prestations familiales. Sur le plateau des Minguettes, cher à mon collègue Guy Fischer, à Vénissieux, le quart de la population la plus modeste ne dispose pas de l'équivalent de 40% du revenu observé sur l'agglomération. Alors bien sûr, il y a d'autres beaux quartiers, d'autres beaux villages. Il y a le Mont d'Or, la Tête d'Or ou les Brotteaux. La métropole, sans les
dans la métropole lyonnaise, Madame Gourault. La métropole sans les Lyonnais ne sera qu'une construction technocratique de plus, éloignée de la population et ne répondant aucunement à ses besoins, ni à la nécessaire vitalité démocratique qui doit accompagner chaque grand projet structurant pour répondre aux besoins de solidarité des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire. Au nom de la concurrence libre et non faussée entre les territoires, les échelons démocratiques vont être sacrifiés sur l'autel de la finance. La métropole, de fait, coupe le territoire en deux, et ce, sans aucune consultation des populations. Alors permettez-moi, mes chers collègues, à l'heure où le débat semble enfin vouloir s'ouvrir sur la question du cumul des mandats, c'est pourtant l'accumulation des pouvoirs dans les mains de quelques-uns que cet article et les suivants entendent inscrire dans la loi. C'est dans ce sens que nous ne voterons pas cet article et nous demanderons des suppressions sur l'ensemble des articles qui concernent la création de la métropole lyonnaise. Mais mon cher collègue Mercier, j'ai cru comprendre qu'à la fin, sur quelques répartitions financières, le grand accord de façade n'était pas encore complètement réglé entre vous, mais je laisse le débat s'installer pour régler les derniers problèmes de virgule à l'euro près. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Bon, il est bien évident que je ne partage pas les sentiments que vient d'exprimer Madame Cukierman. Je crois au contraire. Ce projet profondément nécessaire est également un projet éminemment démocratique, contrairement à ce qu'elle vient de nous dire. Je voudrais m'expliquer sur ces deux points. Nécessaire, parce que Lyon et son agglomération constituent une grande force humaine, économique, culturelle, qui mérite d'être individualisée et qui mérite surtout, cette grande force humaine, d'avoir tous les moyens de son expansion. Quand un territoire est prospère, il ne l'est jamais que pour lui-même. Il l'est aussi pour les autres, pour ses voisins. Lorsque Lyon progresse, tous les territoires qui sont autour en profitent. Il y a des retombées et on ne va pas construire un mur autour de Lyon. La métropole que l'on veut bâtir est une métropole qui est ouverte sur ses plus proches voisins, ouverte bien sûr sur le monde entier. Après, on a bien vu les difficultés qu'il y a à modifier les structures locales depuis que nous sommes sur ce sujet. Nous avons trouvé un accord, c'est vrai, je n'ai pas honte, au contraire, je suis plutôt fier de l'accord que nous avons pu trouver, le sénateur maire de Lyon et moi-même, pour aller vers la construction de cette métropole. Pourquoi? D'abord pour une raison toute simple. Vous verrez, et on le voit bien quand on compare l'article 20 dans son premier alinéa avec les autres dispositions concernant les autres grandes métropoles, on peut exprimer en quelques mots ce qu'est la métropole lyonnaise. C'est une collectivité territoriale de la République, un statut dérogatoire certes, mais une collectivité territoriale de la République, comme le prévoit l'article 72 de la Constitution. Ce n'est pas un syndicat mixte, ce n'est pas un syndicat de syndicats, ce n'est pas un assemblage de syndicats, c'est une collectivité territoriale. Je crois que ça répond à une exigence démocratique toute simple, qui est aussi le principe d'intelligibilité que doit avoir une structure. On aurait pu bâtir un système où il y a une place pour le département, une place pour la communauté urbaine, une place pour la région, une place pour tout le monde. Non. Il faut sortir, moi je crois profondément qu'il faut sortir de cette logique. Et quand on peut bâtir un accord, il faut aller vers un accord clair. Parce que c'est ce que comprennent nos concitoyens. Et ils pourront naturellement juger si l'action qui est menée leur plaît ou leur plaît pas. Quand on est élu, on a un seul maître, c'est le suffrage universel. Il n'y a pas d'autre. Et les électeurs pourront, à intervalles réguliers, c'est ça la démocratie, venir dire s'ils sont contents de la gestion de la métropole ou pas. Il fallait une condition. Il fallait qu'une condition soit remplie pour cela. Il fallait qu'il n'y ait plus de département sur le territoire de la métropole. Bon, je ne vais pas dire que ce n'était pas pour moi quelque chose de difficile que de dire ça à titre personnel, bien sûr, que j'étais attaché à cette institution, mais j'étais plus encore attaché au devenir de Lyon, à faire en sorte que vraiment nous ayons une grande métropole. Et il y a longtemps que j'ai pris cette position, j'ai rapporté à notre rapporteur, que je remercie encore,
un article du Progrès de 2008 où je m'étais prononcé en faveur de cette métropole. Et je disais, pour qu'il y ait une métropole, il faut qu'il n'y ait plus de départements. On ne peut pas avoir un empilement de collectivités. Eh oui, sinon il n'y a pas de métropole. Voilà. Aujourd'hui, nous arrivons à cela. Hein, et je le crois très profondément. Et je pense que ce modèle que nous construisons à Lyon, c'est un modèle pour Lyon. Si d'autres veulent s'en inspirer, ils le peuvent, mais notre désir, ce n'est pas de le voir imposer à qui que ce soit. Mais c'est pas. Il faut tenir compte. Il faut tenir. Mais, je sais bien, cher collègue Mirassou, qu'à Toulouse, ça ne marcherait pas, parce qu'il y a un petit problème, c'est qu'il faut montrer qu'on aime ceux qui sont autour, et pas simplement les aspirer. Et n'est-ce pas? Et à Lyon, c'est notre culture. Oui, mais je sais très bien ce que je dis. Et à Lyon, notre culture qui nous permet, en ayant des positionnements partisans divergents, opposés, c'est de savoir ce qui est essentiel et qui peut nous rassembler. On le montre en construisant cette métropole. Ce que je souhaite, c'est que grâce à cette métropole, à cette construction institutionnelle, Lyon et son agglomération soient demain plus grands, plus prospères, plus forts, plus démocratiques. Et je sais que si cela se fait, les territoires qui sont autour, et notamment le département du Rhône, en profitera en premier. Et que c'est ainsi qu'on doit faire les choses. Et puis, si sur un endroit dans notre pays, on peut montrer que les collectivités locales peuvent bouger, c'est probablement un signe que toutes les autres peuvent le faire, pas forcément le même jour, mais que ça peut venir un jour. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Buffet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots. On parle beaucoup régulièrement du fait urbain comme l'événement de ces 40 dernières années. Et je crois qu'effectivement, sur l'agglomération lyonnaise, il est la preuve vivante que 44 années de communauté urbaine ont permis aux élus de ce territoire de travailler ensemble, de faire évoluer ce territoire de façon positive, d'ailleurs, quels que soient les élus qui ont été là depuis ces longues années, et qu'au bout de 44 ans, nous arrivons à un moment où nous avons besoin de relever d'autres défis. Un défi d'existence de cette métropole, à la fois dans l'équilibre national, mais pas seulement, un rôle important sur tout l'arc sud-est européen, où la métropole lyonnaise a un rôle considérable à jouer. Par ailleurs, nous sommes d'accord pour considérer depuis longtemps qu'une évolution est donc nécessaire. En 2010, nous avons été, en tous les cas pour notre majorité, favorables au texte qui a été présenté par le gouvernement et par la création de ces métropoles. J'ai appelé de mes vœux à la communauté urbaine de Lyon que l'on puisse créer celle-ci. Les choses ne se sont pas faites dans ce sens-là, mais aujourd'hui, nous arrivons avec un texte qui est sans doute le plat substantiel de ce texte de loi en la matière. Et c'est celui qui apporte le plus une évolution. Et cette évolution, nous devons la prendre. Elle n'est sans doute pas parfaite, car elle pose quelques difficultés. Mais les difficultés ne valent pas la peine de l'empêcher de pouvoir exister, de pouvoir se mettre en route. Nous avons incontestablement un problème de limite de cette métropole et de la présence sur son territoire d'un grand équipement qui fait métropole, qui est celui de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un amendement qui a été déposé permet d'avancer sur le sujet et c'est plutôt une bonne chose. Nous avons un deuxième problème, plutôt un enjeu qu'il faut relever, dont j'aurais dû dire qu'il était le premier, c'est celui selon lequel nous ne sommes plus un EPCI à partir du 1er janvier 2015, nous serons une véritable collectivité locale. Cette collectivité locale aura besoin d'une élection au suffrage universel direct à l'horizon de 2020, c'est ce qui a été annoncé. Et Madame le Ministre, il a été dit dans cet hémicycle la semaine dernière qu'il fallait d'ores et déjà travailler sur le mode électoral qui doit se mettre en route à cette date. Nous le devons aux élus. Mais ce que nous devons aux élus aussi, c'est de discuter avec eux le devenir de leur commune
Et les 58 maires, les 58 collègues de la communauté urbaine ont envie de savoir comment ils vont être traités dans ce dispositif. Certes, les dispositions de la loi vont permettre de fixer d'ores et déjà un certain nombre d'enjeux, mais l'élection au suffrage universel de 2020 probablement procédera à une nouvelle évolution qu'il faut savoir ne pas cacher, mais par contre anticiper et expliquer. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et puis enfin, je crois qu'il y a un dernier sujet sur lequel le gouvernement doit avancer pour continuer d'aller dans le bon sens, c'est sur l'affaire des financements. Et la question des financements, du décroisement entre le futur nouveau département du Rhône et la métropole lyonnaise. Il y a une demande qui a été faite très nette par la commission des lois la semaine dernière. Nous avons besoin aussi d'avancer sur ce sujet. Je suis peut-être, depuis longtemps, je crois pouvoir le dire, et sans être contredit par mes collègues de Lyon ici, le partisan de l'évolution de notre territoire parce que nous avons des défis et des enjeux à relever. Certes, un certain nombre d'entre nous s'inquiètent. C'est, ma foi, normal. Il est vrai que la force des habitudes s'accommode mal de l'ivresse de l'action. Mais nous allons devoir avancer et procéder par étapes et expliquer. Moi, je pense que c'est un bel enjeu. Même si, à certains égards, je le redis, il n'est pas complètement abouti. Mais la métropole de Lyon, si elle peut servir d'exemple pour d'autres, eh bien, c'est un point important. Nous nous retrouvons sur ce sujet-là avec le sénateur-maire de Lyon. Moi, je suis élu d'une des communes de l'agglomération lyonnaise. J'ai à certains moments occupé des fonctions dans cette communauté urbaine, dans l'exécutif, pour m'occuper notamment d'urbanisme. Et on a bien senti très vite, il y a déjà 10 ans, la nécessité de cette évolution. Alors nous allons franchir cette étape. Il faut la franchir, je pense, avec confiance, mais nous avons besoin du gouvernement rapidement pour clarifier les points à la fois financiers et les points d'évolution à l'horizon de 2020, parce que nous ne sommes plus ou nous ne serons plus un EPCI, mais une collectivité locale, ce qui en réalité change tout. Merci. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes de... Monsieur Collomb. Bien, chers collègues, quelques mots pour expliquer ce que nous avons essayé de faire, ce que je crois nous allons faire, si vous en êtes d'accord. Tout d'abord, dire quelques mots parce que, vu peut-être d'un peu loin, on a l'impression que l'agglomération lyonnaise a toujours été une agglomération riche et prospère. Je rappelle, mes chers collègues, que Lyon fut une grande ville du textile. Moi, je fus élu dans un arrondissement à l'époque qui avait subi de plein fouet la désindustrialisation. C'était l'arrondissement dans lequel se trouvait une usine emblématique, Rhodia Seta, 7500 salariés, et tout d'un coup, cette usine ferme. Et toutes les autres industries de cet arrondissement avaient fermé. C'était mon problème premier. Et depuis, j'ai gardé en mémoire que si on voulait qu'une agglomération puisse vivre, qu'un arrondissement puisse vivre, il fallait y apporter le développement économique. Et donc, chaque fois, c'est pour cela, par exemple, que pour nous, l'innovation est quelque chose de capital, comme compétence à inclure dans les pouvoirs de la métropole. Il faut sans cesse se projeter dans l'avenir si on ne veut pas, petit à petit, perdre totalement de sa substance et se trouver marginalisé dans le monde économique qui est celui d'aujourd'hui. Deuxième point qu'on oublie quelquefois, que vous rappelez ici, mais de manière statique, c'est que l'agglomération lyonnaise fut celle qui connut la révolte des banlieues, Vénissieux et Vaux-en-Velin. Et peut-être y a-t-il un peu de mauvaise foi dans vos propos, mais venez, j'invite tous nos collègues communistes à venir voir l'agglomération lyonnaise et à venir voir en particulier ce que nous faisons pour essayer de réduire la fracture territoriale qui, pour moi, est la pire des fractures. Aujourd'hui, nos fractures sociales sont d'abord des fractures spatiales. Et venez voir ce que nous avons fait à Vaux-en-Velin, ce que nous avons fait à Vénissieux.
En l'espace de 2 mandats, c'est dans ces communes que nous avons concentré le maximum de nos moyens, à la fois installation de transports en commun, tramway à Vénissieux, métro plus tramway à Vaux-en-Velin, prolongation d'une autre ligne forte pour desservir le cœur de Vaux-en-Velin, un effort considérable de tête 340 millions d'euros au cours de ce mandat sur Vénissieux et environ 200 millions d'euros sur Vaux-en-Velin, et 200 millions d'euros sur Vénissieux. Oui, nous avons ce souci-là. Et qu'est-ce que nous voulons faire lorsque nous proposons de réunir les compétences de l'EPCI du Grand Lyon avec le Conseil général? Simplement faire en sorte que nous puissions assurer une complémentarité dans nos compétences. D'abord, nous étions sur des compétences qui étaient les mêmes. Dans l'agglomération lyonnaise, par exemple, il y avait des voiries qui étaient départementales et d'autres qui étaient communautaires. Ça marche mieux s'il n'y a qu'une personne qui, quand il y a un carrefour, fait toutes les voiries d'accès au carrefour, plutôt que si on est deux, avec des normes techniques différentes, avec des points de vue différents sur la façon dont il faut bâtir ces voiries. Ensuite, nous avons un certain nombre de compétences qui sont complémentaires. Vous voyez, par exemple, nous, au Grand Lyon, nous sommes plutôt aujourd'hui, mis à part le développement économique dont j'ai parlé, dans l'urbanisme et le logement. Nous construisons beaucoup de logements, on le disait tout au long de ces débats, 10 000 logements par an, ce qui, pour 1 500 000 habitants, 460 000, est évidemment tout à fait important. Mais dans ces logements, c'est le Conseil général qui s'occupe évidemment du RSA, des politiques du handicap, des politiques des personnes âgées. Et donc, pouvoir réunir ces compétences à la fois de construction, mais en même temps de gestion des destinées personnelles, c'est, à mon avis, profondément complémentaire et cela nous permettra de mieux prendre en compte les destinées de celles et ceux à qui vous faisiez référence tout à l'heure. Oui, il y a un certain nombre de difficultés. Oui, dans cette agglomération, comme dans toutes les agglomérations, en particulier dans la période que nous vivons, il y a effectivement des personnes qui sont en marge de la société. Mais justement, c'est pour nous donner des atouts supplémentaires pour les réinsérer dans le mouvement social, dans la dynamique sociale d'ensemble, que nous faisons cette métropole et que nous bâtissons cette collectivité d'intérêt particulier. Le faisons-nous contre nos communes? Non. Et vous le savez bien, vous qui êtes en commission des lois, j'ai déposé un certain nombre d'amendements que nous verrons tout à l'heure pour faire en sorte que là où il pouvait y avoir des ambiguïtés, des interrogations, on puisse effectivement montrer que les communes restent effectivement maîtresses, pas simplement de compétences mineures, pas simplement de l'état civil, comme quelquefois on a pu le dire dans ces débats, mais restent des communes de plein exercice. Moi, je suis maire de Lyon et je ne veux pas transférer mes compétences à la métropole. Je veux effectivement qu'il y ait une harmonisation, mais que chacun reste avec des compétences bien établies. Voilà ce que nous voulons faire. Alors après, est-ce que nous avons bafoué la démocratie? Vous voyez bien déjà que sur les discours sur ces rangs, nous avons essayé de construire un consensus. Alors il y a encore des questions qui se posent. On a quelquefois posé la question du suffrage universel et la commission des lois cet après-midi a discuté d'un projet d'amendement sur lequel le président et le rapporteur s'expliqueront. Mais ne mélangeons pas les débats, allons par étapes, ou alors ce sera comme le vote qui a été émis tout à l'heure, on voudra courir 10 lièvres à la fois et finalement on n'en attrapera aucun. Alors mes chers collègues, voilà ce que nous voulons faire, ce que nous aurons l'occasion d'expliquer tout au long de ces débats sur l'article 20 et la métropole lyonnaise, et nous essayons de le faire en recherchant le maximum de consensus. Parce qu'il y a des débats qui dépassent nos personnes,
qui sont essentiels pour le devenir, pas simplement de notre agglomération, mais je crois de la France. Je vous invite à lire un très très beau livre de M. Laurent Davzy qui s'appelle « La crise qui vient ». Il montre qu'aujourd'hui, très largement, l'économie productive repose sur un nombre assez limité d'aires urbaines et qu'à partir de cette économie productive, c'est pas vrai, un certain nombre de géographes en tout cas le pensent, il y a ensuite une possibilité de construction d'économies résidentielles. Mais Monsieur Colomba, je vous invite à ce que nous en débattions ensemble dans un autre lieu peut-être qu'ici, parce que le débat mérite un peu de temps. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction à cet article 20. Merci. La parole est à Monsieur le rapporteur Van der Andong. Alors, comme beaucoup ici, après quelques heures de vol, 2 témoignages quand même d'un élu du Nord sur ce que j'ai pu observer sur Lyon. Première chose, c'est il y a une quinzaine d'années, un des tout premiers MIPIM, la métropole lilloise venait avec, pour présenter son urbanisme commercial, Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq. Sur le stand plus loin de Lyon, il y avait un élu, le vice-président Charrier, maire de Vaux-en-Velin, qui présentait l'urbanisme commercial dans sa globalité et qui, avec beaucoup de clarté, montrait voilà la stratégie des communes et de la communauté urbaine, c'est d'arrêter l'extension des centres commerciaux périphériques, c'est de choisir de conforter ces pôles de développement qui étaient articulés avec déjà à l'époque une logique de renouvellement urbain. Je veux quand même le dire, premier souvenir. Deuxième souvenir, pour ceux, et il y a quand même quelques pointures ici, ceux qui s'intéressent à la politique de la ville. Il n'est pas contesté, mais tout le monde a des pointures, bien sûr, chaque chaussure a une pointure. Il n'est pas contesté ici que l'intégration des préoccupations du développement social des quartiers dans les dimensions des politiques d'habitat a été faite aussi en avance sur d'autres, pas mieux que d'autres, mais en avance sur d'autres du côté de Lyon. Une métropole, voyez-vous, c'est, me semble-t-il, d'abord ça, c'est-à-dire 2 forces qui se conjuguent, qui confluent, excusez-moi, ça ne s'invente pas, une force de cohésion sociale et d'habitat, une force de développement économique intégré. Si vous comparez à Marseille, qui a ses atouts, et incontestablement, convenez quand même que vous n'avez pas, en termes d'échelle de développement à la grande surface, vous n'avez pas la même logique de développement intégré territorial, et encore une fois, sans préjuger des atouts des villes concernées. Donc, moi, je voudrais vraiment témoigner que, quand j'ai dit dans la discussion générale, hasard calligraphique, que c'est le seul endroit où la métropole dans le texte avait une majuscule, c'est parce qu'effectivement, elle la mérite, ce qui ne veut pas dire que j'idéalise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a là en marche une véritable dynamique métropolitaine dont les chiffres montrent qu'elle produit ses effets bien au-delà du périmètre concerné par l'opération, entre guillemets, c'est-à-dire le périmètre de la communauté urbaine de Lyon actuelle. Il n'y a qu'à regarder le nombre, si vous regardez les mouvements entrants, sortants, regardez la part d'emploi à Lyon, territoire communautaire, que représente par exemple pour le reste de la région, je dépasse même le département, je crois que c'est tout à fait... Donc,
cette dimension-là, hein, qui n'est pas exclusif de la proximité, de la participation des habitants, mais qui donne à la politique, notamment à la politique de la ville, cette cohérence. Lyon l'a montré avant d'autres. C'est mon seul témoignage. L'autre témoignage que je veux dire, c'est que quand même la maturité d'élus de bords différents, capables sur l'essentiel de s'entendre. Et ça, je voulais le saluer, parce que a de la chance un territoire quand il a ça dans ses ingrédients. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président de la Commission des lois. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'humilité que j'interviens après Michel Mercier, Gérard Collomb, François-Noël Buffet et les collègues qui connaissent au premier chef ce qui se passe à Lyon et qui ont tellement œuvré pour que l'on soit aujourd'hui, ce soir, avec ce projet. Mais si je tiens à intervenir, c'est parce que la Commission des lois a apporté son soutien à votre projet, et puis c'est parce qu'il me paraît très important de réfléchir en cette circonstance à la manière dont changent les choses dans notre pays. Comment y a-t-il du changement social, du changement territorial? Il y a des conceptions bien connues, et certains pensent que l'organisation territoriale doit être du modèle de la langue pour Barrère ou l'abbé Grégoire sous la Révolution française, qui disait « la langue d'un peuple libre doit être une et la même pour tous ». Et on a longtemps pensé que toute l'organisation territoriale devait être une et la même pour tous. Et que ce jacobinisme, souvent exacerbé, était la voie du progrès. Et il a été la voie du progrès, parce que la République est fondée sur le principe d'égalité. Mais le principe d'égalité est, je crois, compatible avec le droit à l'initiative et avec la pluralité et la diversité. Voyez-vous, lorsque, et René Van Dierendonck le rappelle souvent, il fut décidé en 1966 par les pouvoirs publics d'alors, le gouvernement d'alors, le président de la République d'alors, de créer des communautés urbaines. Que n'a-t-on pas entendu? On nous a dit c'est la mort des communes. Lorsqu'il y a eu les lois de décentralisation, ce n'étaient pas les collègues communistes, mais des collègues de droite qui, à l'Assemblée nationale, parlaient perpétuellement de ce danger extraordinaire pour la France. Non, je regarde les chaises vides, mon cher collègue. Lorsqu'il y a eu en 92 la création des communautés de communes, on nous a dit c'est la mort des communes. Aujourd'hui, les communautés de communes sont partout, et je n'oublie pas que la seconde communauté de communes fut créée en France par François Patria. Les communautés de communes sont partout, et les communes sont toujours là. Alors qu'à cette tribune, il y avait eu des dizaines d'interventions pour dire le contraire. Quand on a créé les communautés de villes, elles n'ont pas eu de succès, parce qu'il a fallu du temps. Et il a fallu que dans la ville de Rennes, je l'ai déjà dit, il a fallu attendre 7 ans, mais il a fallu que dans la ville de Rennes, on expérimente pour la première fois en France la taxe professionnelle unique d'agglomération. Personne ne faisait ça, mais ça a servi à tout le monde. Et lorsque les communautés d'agglomération sont arrivées, on nous a dit c'est la mort des communes. Et il y a des communautés d'agglomération dans beaucoup d'endroits, et les communes sont toujours là. Alors, j'invite Madame Cécile Cukierman, qui a parlé avec beaucoup de conviction. Je me permets, dans le dialogue démocratique, de dire, mais est-ce que c'est vrai
ce discours selon lequel les communes vont disparaître? Est-ce que, au contraire, le chemin du progrès n'est pas la bonne dialectique entre une bonne organisation au niveau de l'aire urbaine réelle et, bien entendu, la nécessaire commune de proximité que tous les Français ont dans leur cœur et à laquelle nous tenons plus que tout? Mais est-ce contradictoire ou est-ce complémentaire? Moi, je crois que c'est complémentaire. Et je crois aussi que pour que les choses changent, il faut des lois. Nous sommes là pour cela. Pour que les choses changent, il faut des initiatives. Lorsqu'en Bretagne, il a été décidé de faire une conférence souple, légère, utile et efficace entre 16 personnes, c'était bien. Et cela nous a inspirés encore aujourd'hui, Madame la Ministre. Et nous devons rendre cet hommage à la Bretagne. En Alsace, il y a eu un débat. Ce débat n'a pas abouti. Mais peut-être qu'il aboutira une autre fois. Et s'il avait abouti, peut-être que cela aurait donné des idées à d'autres. Il aboutit négativement, mais c'est la démocratie. Certains pensent que c'est très bien qu'il y ait une haute Normandie et une basse Normandie. Bien, ils ont le droit de le penser. On peut aussi penser que les limites des régions ne sont pas quelque chose d'intangible et qu'il ne faut pas que partout ce soit toujours la même chose. Voilà. Eh bien, moi je dis, on verra, on fera le bilan, mais je suis persuadé que si le Sénat adopte et si le Parlement adopte cette proposition faite par Michel Mercier, par Gérard Collomb et par tous leurs collègues, parce que s'ils étaient tout seuls, chacun dans leur conseil général ou dans leur communauté, je ne pense pas qu'ils auraient pu mettre cela en œuvre. Et c'est pourquoi, et je voulais conclure, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, mais non, mais je voulais conclure. Écoutez, je vois que vous attendiez avec impatience la conclusion, mais vous avez raison, Monsieur Yes, c'est trop long, et il vaut mieux le dire carrément, puisque vous le pensez un peu. Mais, moi aussi je le pense, mais vous savez que j'aime bien Gramsci. J'aime bien Gramsci, mais je l'ai dans la tête. Et de même que j'ai dit tout à l'heure qu'entre la commune et les agglomérations, il y avait la dialectique qui permet d'avancer. Moi, je vais vous dire que la loi moderne, la nouvelle idée de la loi qu'on pourrait inventer ensemble, c'est quand la loi ne propose pas seulement l'uniformité, mais intègre, Mesdames les ministres, les initiatives qui sont prises afin de les faire entrer dans la loi de telle manière que la loi permette aux initiatives de fleurir dans leur diversité. C'est une conception moderne. Et comme c'est moderne, je vais féliciter également, et ce sera le mot de la fin, Madame Lebranchu et Madame Escoffier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, peut-être juste avant que vous puissiez intervenir, j'ai une dernière demande de parole. Je passe donc la parole à Monsieur Colomba. Non, chers collègues, je crois qu'à vouloir trop prouver, on ne prouve rien du tout. Le problème que posent les métropoles n'est pas pour les communes qui appartiennent à la métropole, qui décident de faire une métropole, une forme particulièrement intégrée d'intercommunalité et qui, effectivement, quand la barque est bien menée, profite aux communes qui sont les moins favorisées. Le problème, c'est les autres. C'est ceux qui sont à l'extérieur de la métropole. Alors, en particulier, quand la métropole capte, je disais souvent vampirise, les compétences des départements, voire des régions. Et l'exemple de Lyon, moi, me paraît le plus satisfaisant dans la mesure où il y a un partage. Finalement, Lyon sera le même modèle que Paris, qui intègre donc des compétences du département et des dépenses et des compétences communales. Bon, c'est l'exemple qui, pour moi, se discute le moins. C'est pour ça que je le voterai sans état d'âme. Mais les autres, et en particulier, et on le voit bien, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne voulais pas intervenir là-dessus parce que pour ma démonstration, c'est le moins bon exemple, Lyon.
Tous les autres, on sait très bien qu'à la périphérie s'est réfugiée toute une partie de la population qui a quitté progressivement au fil des décades la métropole, qui vient travailler effectivement, ou qui réside à l'extérieur et qui vote de façon parfois étonnante. C'est ces gens-là qui posent problème. Et le problème de la multiplication des métropoles, si on les multiplie, c'est comment on va répondre à cette espèce de paupérisation extensive de ces territoires. C'est ça le problème des métropoles. Alors non, mais Hervé me dit que j'ai tort. J'attends. Et il y a probablement des moyens. Il y a probablement des moyens d'y remédier, mais encore faut-il, ce que je n'ai pas vu, en tout cas dans cette partie du projet, de problèmes de péréquation, comment organiser les réseaux, enfin, etc. Bon. Mais tout ça, on reste sur sa faim, et plus on multipliera les métropoles dans les départements sans prendre un minimum de précaution, plus on aura des problèmes. Il est là le problème pour moi. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais simplement reprendre les propos de la discussion générale qui a été ouverte par Madame Lebranchu et qui, dans ce débat, redonnait quelques grands principes. Clarification, simplification, maîtrise des dépenses, mais elle n'oubliait pas de dire unité, mais diversité. Faire en sorte que ce texte puisse, dans tous les cas, prendre en compte la diversité de nos territoires. Et je crois que nous avons, avec le modèle lyonnais, on va utiliser le mot, avec le modèle lyonnais, un modèle qui, sans être abouti, et je reprends le qualificatif dit par M. Buffet, sans être abouti, est un modèle qui, aujourd'hui déjà, a fait la preuve, et vous l'avez dit les uns et les autres, depuis 2008, il y a un travail qui a été fait entre les élus de la communauté urbaine de Lyon, entre le département, pour faire avancer, pour permettre effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Collomb, que la zone urbaine de Lyon, qui a vécu des vrais traumatismes au plan industriel, a compris ce qu'était l'importance de l'économie, et puis sur ce principe-là, essayer d'élaborer quelque chose de constructif. Alors oui, c'est un projet qui, certes, mérite d'être révisé. Et je comprends, Madame Cukierman, en vous ayant entendu, vos inquiétudes. Simplement, je crois que les uns et les autres, pendant ce débat, nous essaierons de les lever, de faire entendre que les solutions qui vont être mises en œuvre sont là pour apporter justement des réponses concrètes à un dispositif qui ne manquera pas d'évoluer avec le temps. Je voudrais saluer tout particulièrement le travail qui a été fait par la Commission des lois, qui a bien pris en compte les objectifs tels qu'ils étaient proposés, qui a bien mesuré les difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée et heurtée. Mais, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, il y avait cette maturité des élus qui, pour nous, aujourd'hui, sont un signe de confiance, qui vont nous permettre d'avancer de façon à ce que, ensemble, nous essayions de construire les solutions les plus appropriées. Alors, j'ai bien retenu deux problématiques sur lesquelles le gouvernement en particulier va s'engager à travailler avec vous tous, que vous soyez de Lyon, que vous soyez du département, pour essayer, tant sur le mode électoral d'une part, que sur les modalités de financement, que nous puissions aller un peu plus loin. Parce que ce soir et dans les heures qui vont venir au cours de ce débat, il y a des propositions qui vont être faites, mais des propositions sur lesquelles, Monsieur le rapporteur, nous n'avons pas pu, les uns et les autres, travailler suffisamment en profondeur pour apporter des réponses qui seraient des réponses sûres et qui nous permettraient assurément ce soir ou demain de dire « eh bien, nous pouvons y aller ». Mais c'est un travail et sur lequel je sais, le maire de Lyon et vous, Monsieur le Président, vous avez choisi de travailler ensemble. Nous serons à vos côtés avec nos services pour essayer, encore une fois, là d'apporter les solutions les plus importantes. Je voulais vous dire vraiment, à ce moment-là de ce débat, la confiance que nous faisons,
d'une part au travail que vous nous avez présenté, qui est celui du résultat de plusieurs années de confluence, pour reprendre le mot qui a été dit tout à l'heure, un joli mot, ce travail de confluence entre vous tous, mais en même temps saluer vraiment le travail qui a été fait, un travail de raison, de réflexion de la Commission des lois, à laquelle le gouvernement apporte réellement là tous ses encouragements, tout son soutien, et il essaiera vraiment d'accompagner de la meilleure condition possible l'ensemble de ce débat, en étant très vigilant, et je veux le redire vraiment à nos amis ici aussi sur les bancs, en étant très vigilante aux craintes qui sont les vôtres pour essayer de les lever. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais peut-être dire au nom du gouvernement avant que ne commence ce débat. Merci. Merci Madame la Ministre. Amendement 487, il est présenté par Madame Cukierman. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je crois qu'il est important, au vu de ce que je viens d'entendre, de rappeler quelques préalables. Tout d'abord, ce n'est pas la revanche d'un derby footballistique qui se joue ici entre Madame Cukierman, Gérard Collomb et Michel Mercier. Les amendements que nous avons travaillés avec mon groupe sont des amendements qui ont été travaillés en lien avec le président du groupe communiste du Grand Lyon, en lien avec notre collègue sénateur Guy Fischer, et donc j'entends tout ce qui se dit, mais ce n'est pas simplement des postures dogmatiques, de principe, qui voudraient que nous ayons posé ces amendements, mais qui sont aussi des amendements travaillés avec les élus locaux, et qui effectivement, je crois que ça a été dit, pour certains se retrouvent pleinement, partiellement, dans un projet qui n'est pas abouti et qui donc pose débat. Deuxièmement, il n'y aurait pas ici les ringards et partout ailleurs les visionnaires de ce que doit être l'avenir territorial de notre pays. Il n'y a pas d'un côté les ringards arc-boutés sur la défense de la commune, quand d'autres verraient l'avenir du pays comme, même pas d'ailleurs les gens le voient, parce que, excusez-moi, mais la priorité quand même des gens aujourd'hui dans leur quotidien, ce n'est pas la question même de savoir si les communes doivent rester communes ou si la métropole doit être métropole, leur problème est ailleurs. Donc je crois qu'il faut être avec beaucoup de modestie, et ce n'est pas un communiste qui a dit à propos de la métropole lyonnaise qu'elle se voit attribuer de plein droit de nouvelles compétences sans que les maires aient été concertés, c'est Jean-Paul Brett. Ce n'est pas un communiste qui a dit que dans ce texte, la métropole de Lyon sera appelée à aspirer les compétences communales, c'est monsieur Michel Mercier. Donc vous voyez, je crois que la question de la place des communes dans la création de cette nouvelle collectivité territoriale que devient la métropole de Lyon est un problème qui semble être posé de façon transversale et sur lequel on ne peut pas simplement balayer d'un revers de manche. Il n'y aurait pas non plus ici les jacobins d'un ancien ordre face à ceux qui auraient tout décentralisé, parce que rappelons-nous aussi que le problème du centralisme, c'est le centralisme napoléonien, et que oui, je suis fière d'être jacobine si c'est le combat contre l'ancien régime et contre les inégalités entre celles et ceux qui allaient devenir citoyens et citoyennes de notre République. Donc je crois qu'il faut que nous fassions très attention et que nous n'ayons pas de faux débats avec cette métropole. La seule question que nous posons, c'est qu'effectivement, ce projet est lourd de conséquences, et il n'y a pas de propos péjoratifs, négatifs ou positifs. Il est lourd de conséquences parce que vous l'avez vous-même dit, mes chers collègues. C'est un acte important qui crée une nouvelle organisation territoriale, une nouvelle collectivité territoriale. Mais si le projet est très bon, soumettez-le à référendum. N'hésitez pas, posez-le ce débat-là. Il sera certainement retenu. Et arrêtez de croire, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, que quand nous posons cette question-là, c'est simplement pour sanctionner de façon négative. Parce qu'effectivement, on a tous les meilleurs projets quand on est élu. Mais le jour où les élus décident d'avoir comme meilleur projet de ne plus se présenter de ne plus faire d'élections, je crois que ça sera quand même un mauvais projet qu'il nous faudra dénoncer. Alors j'en finirai juste, et je reprendrai plus la parole en explication de vote sur cet amendement, mais nous sommes dans cette logique-là, nous la défendrons effectivement jusqu'au bout, et je tiens à vous rappeler, mon cher collègue Gérard Collomb, que
J'entends tout ce que vous dites et personne ne juge le travail qui a été fait sur la métropole lyonnaise. Les élus communistes sont présents dans l'agglomération de Lyon et nous n'avons pas attendu votre invitation. Je fais partie de celles qui, y compris au Conseil régional, ont défendu la création du pôle métropolitain lyonnais. Donc je crois que ne nous faisons pas de faux procès entre nous. Personne n'est là à juger ce qui se fait ou ne se fait pas en matière de politique de logement ou d'autres sur la Courlie actuellement et demain sur la métropole lyonnaise. Mais nous sommes là aujourd'hui pour décider parce que, vous l'avez dit, Monsieur Buffet, l'exemple qui est en cours aujourd'hui à Lyon en appelle d'autres. Et vous l'avez dit, Monsieur Colomba, il y a ce qui se passe dans la métropole, mais il y a ce qui se passe à l'extérieur. Et nous sommes sénatrices et sénateurs de la République française. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Les gens, ils attendent de l'emploi et un logement à Paris, à Lyon, à Marseille et ailleurs. La dynamique métropolitaine contribue précisément à la croissance et la cohésion sociale des métropoles contribue à la mixité sociale, c'est-à-dire on peut laisser espérer que la croissance sera demain plus inclusive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, moi je le dis clairement, aujourd'hui la croissance en Europe se fait dans la construction métropolitaine que je n'idéalise pas comme un modèle de compétitivité européenne, que j'essaie d'équilibrer dans la vision de ces deux forces que sont cohésion sociale, logement, et puis croissance, recherche, innovation et création d'emplois. En ce sens-là, je pense que on ne peut qu'être favorable au texte tel qu'il est proposé, et donc j'émets un avis défavorable sur la proposition, même si je respecte au plus haut point ses convictions de ma collègue Madame Cukierman. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? L'avis du gouvernement sera défavorable à cet amendement en reprenant les arguments qui viennent d'être dits, mais surtout en indiquant que la réforme qui est proposée, elle s'inscrit vraiment dans le cadre de cette évolution qui aujourd'hui est sociale et économique, environnementale, et qui donne du sens à un ensemble urbain qui reste, on l'a dit tout à l'heure aussi, je crois que c'est un point important, près du citoyen, même si aujourd'hui on utilise le mot de métropole. C'est la commune qui reste quand même le lieu où le citoyen va se retrouver, mais on donne un sens global et cohérent à un ensemble urbain. Merci Madame la Ministre. Pour explication de vote, pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Sur le 488, il est défendu. Pas de demande d'explication de vote. Même vote. Même vote. Amendement 489, même chose. Même vote. Même vote. Le 251 rectifié tombe. Le 697 est présenté par Madame Lipietz. Aïe, je vais être en opposition avec cet hémicycle, mais c'est pas grave. Je recommence à dire, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, que la démocratie, c'est tout de suite, et que ce n'est pas parce qu'en 2014 on aura un fléchage sur les listes municipales des conseillers municipaux, même sur une liste, même inscrits sur une deuxième partie du bulletin, qui seront élus pour représenter les communes au conseil de métropole, que c'est de la démocratie. Ce qui est la vraie démocratie directe aujourd'hui, c'est d'effectivement avoir le plus vite possible une discussion commune, un projet de métropole commun, et que ce ne soit pas des
élus communaux qui viennent représenter les communes, mais que ce soit des élus métropolitains qui viennent discuter de la métropole au sein du Conseil métropolitain. C'est déjà le premier élément qui nous paraît fondamental aux yeux des écologistes. Le deuxième élément, c'est que pourquoi attendre 2020 ? Pourquoi ne pas le faire dès 2014 ? Dès 2014, nous élirions ainsi des conseillers métropolitains qui n'entreraient en fonction que lorsque la métropole de Lyon existerait réellement. Mais au moins, nous n'aurions pas pendant 6 ans un doge qui n'a aucune légitimité autre que le fait qu'un jour il a été le maire de Lyon et qu'un jour effectivement il a eu et il a porté, et je lui en fais acte et je lui en donne acte et je le félicite pour ça, qu'il a porté avec son collègue du département du Rhône le projet de métropole de Lyon. C'est pourquoi il nous paraît essentiel aux écologistes d'avoir dès aujourd'hui, dès 2014, une élection à part pour cette collectivité territoriale de plein exercice avec énormément de pouvoir. Et donc, j'ai déposé cet amendement et je rappelle simplement que le sacre du doge n'est jamais bien loin du pont des soupirs. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Sans polémique, je trouve que le fléchage va introduire pour la première fois depuis longtemps dans beaucoup d'endroits un débat sur les enjeux intercommunaux. Et je trouve que c'est déjà en soi un progrès et que pour le reste, je préfère m'en tenir là et émettre un avis défavorable à la proposition de ma collègue. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Le projet du gouvernement est, j'allais dire, de sagesse de maintenir pour le moment le mode d'élection tel qu'il est, tel qu'il existe. Il n'est pas utile, c'est un point que nous allons d'ailleurs débattre et retravailler ensemble de façon à ce que, après 2015, nous puissions trouver le système qui sera le plus adéquat, mais aujourd'hui, je crois qu'il nous faut rester au système actuel sans aller vers d'autres dispositions. Donc c'est un avis défavorable aussi. Merci, Madame la Ministre. Explication de vote, Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi, je veux dire à Mme Lipiès que je partage son intention, parce que dans mon rapport de 2008, je proposais d'arriver à cette étape-là. Effectivement, que la métropole du Grand Paris, à terme, et dans un deuxième temps, effectivement, soit composée d'élus métropolitains, élus sur un projet politique, et que les citoyens puissent clairement choisir une option plutôt qu'une autre. Mais c'est vrai que c'est allé très loin. Et j'avais même proposé à l'étape ultérieure encore l'élection du président du Grand Paris au suffrage universel, donc n'en parlons pas. C'était pour 2020 ou pour 2030 peut-être, nous serons à la retraite. Mais ceci étant dit, Mme Lipiès, je partage les intentions qui sont les vôtres. Ceci étant dit, je pense pour une fois peut-être que là, il ne faut pas aller trop vite et effectivement adopter le système qui nous est proposé. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 752, Madame Lipietz. La loi propose ou impose que le nom de cette collectivité territoriale nouvelle et unique s'intitule Métropole de Lyon, métropole avec un M majuscule, alors que au même titre qu'on va dire que la Commune de Paris, lorsqu'on met une majuscule à Commune de Paris, c'est un événement historique. Eh bien, nous avons là un événement historique qui s'appelle la Métropole de Lyon. Mais dans les discussions, vous voyez bien qu'à plusieurs reprises, depuis que nous avons commencé à parler de cette partie du texte, nous entendons Métropole lyonnaise. Métropole lyonnaise à 2 reprises. Et donc, c'est bien parce qu'il y a un problème de sémantique que je propose que ce soit le Conseil métropolitain, donc l'ensemble des élus de la métropole de Lyon, qui décide du nom de la métropole, qui pourrait être Lyon Métropole ou Lyon
métropole ou n'importe lequel nom, au moins nous aurions un début de véritable démocratie pour le choix du nom. Ça me paraît extrêmement important. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Faire observer, Monsieur le Président, à ma collègue que l'article 20 institue une nouvelle collectivité territoriale. Le législateur en fixe le nom comme il y a déjà procédé pour toutes les collectivités qui ont été ainsi désignées. Après, c'est le régime du Code général des collectivités territoriales qui prévoit, le cas échéant, la procédure de changement de nom d'une collectivité, mais quand même à la demande de cette collectivité, de grâce, et par décret en Conseil d'État. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Oui, l'avis du gouvernement, Madame Lipiette, ce serait de retirer votre amendement si vous le vouliez bien, parce qu'effectivement, il est de règle que c'est la loi qui fixe le nom de la collectivité, d'une collectivité territoriale nouvelle de plein exercice, tout comme ça avait été fait pour Paris, voire pour des départements comme le département de Mayotte. Donc nous nous retrouvons vraiment dans le prolongement du droit acquis. Merci, Madame la ministre. Madame Lipiette, vous ne retirez pas? Alors, il est retiré. Nous enchaînons sur le 698. Je repasse la parole à Madame Lipiette. Pardon, excusez-moi. Cet amendement est retiré ainsi que le suivant. J'ai oublié de faire retirer, excusez-moi. 19, très bien. Nous en arrivons au 700, Madame Lipiette. Nous enchaînons. Ah, il est retiré également. Très bien. Alors, nous avions 3 amendements qui faisaient l'objet d'une discussion commune. Le 16 rectifié terre est retiré. Et donc, nous abordons successivement le 490 et le 491. Donc, tout d'abord, le 490. Ils sont défendus. Merci. Et... Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Cet amendement rend obligatoire la consultation des conférences territoriales lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques métropolitaines. La généralité du champ de la consultation de ces conférences, telle que prévue par l'article 20, induit la faculté et non l'obligation de conseiller les conférences. Elles seront réunies à chaque étape importante de la construction et de la mise en œuvre du projet métropolitain. Donc elles ne sauraient l'être au quotidien, sauf à ralentir et alourdir la gestion de la métropole, ce qui pourrait être induit notamment par cet amendement, raison pour laquelle nous émettons, au nom de la commission des lois, un avis défavorable. Rapporteur, Madame la ministre, l'avis du gouvernement? Il est défavorable ou à défaut de retrait parce que effectivement aujourd'hui les conférences territoriales des maires sont des organes consultatifs qui ne rendent que des avis simples et elles n'engagent ni la métropole ni les communes et elles ne sont pas de nature à nécessiter un contrôle étroit. Donc dans ces conditions-là, voilà une disposition qui peut être, semble-t-il, totalement retirée. Sinon, avis défavorable, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Alors, nous sommes sur le 490. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Sur le 491, il est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Cet amendement apparaît inutile s'agissant d'une instance consultative. En tout état de cause, les organes délibérants des communes comme de la métropole pourront toujours demander l'information si elles le souhaitent, raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre. Même avis défavorable, Monsieur. Même avis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 867. Il est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la commission des lois. Est essentiellement de préciser que la conférence métropolitaine se réunit à l'initiative des maires pour examiner les questions dont ceux-ci veulent débattre en son sein. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Un avis favorable, Monsieur le Président. Merci. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Pas d'opposition. Il est adopté.
Le 252 rectifié tombe. Le 253 rectifié de même. Nous en arrivons au 492. Madame Kukierman présente cet amendement. Il est défendu, mais je crois qu'on y est revenu longuement vendredi soir dans un cadre plus général, qui est notre souci en tout cas, que les organisations syndicales puissent être associées pleinement dans les décisions de l'évolution future, puisqu'elles le seront au sein de chacune des communes dans le biais des CTP, mais dans la construction commune, qui est bien un tour de table avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Pardon, excusez-moi. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, on en a beaucoup débattu. Nous, on ne souhaite pas, à la commission des lois, qu'il y ait une sorte de négociation préalable à la coordination au sein de la conférence territoriale. Et on a fait observer, qu'à supposer même, qu'un accord de caractère contractuel ou conventionnel intervienne dans cette conférence territoriale, il aurait pour produire des effets de droit à faire l'objet de délibérations dans chacune des collectivités qui, de par le Code général des collectivités territoriales, pour délibérer, ont besoin de recueillir préalablement l'avis du comité technique paritaire. Donc, l'information et la discussion nous paraît être nécessairement réalisées dès lors que vous déclinez la procédure dans son entier. Donc, on émet un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. L'avis du gouvernement. Oui, je voudrais dire combien le gouvernement est sensible et attentif à la nécessité du dialogue social. Je crois que ça a été dit dans les jours qui précédaient. Néanmoins, comme le rapporteur vient de l'exprimer, ce n'est pas le lieu et qu'il faudrait effectivement trouver un autre lieu sur ces débats concernant les personnels ou l'organisation des services, qui doit effectivement être débattue, mais dans un cadre qui n'est pas celui-là. Merci, Madame la Ministre. Sur le 492, explication de vote, Madame Kukierman. Pardon, excusez-moi. Brièvement, mais faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une consultation permanente et la réunionnite aiguë des uns et des autres, mais quand même, on le dit, c'est même porté fortement par les défenseurs de la métropole. Il va y avoir un pacte de cohérence métropolitain qui va donc acter pour les années qui suivent un certain nombre de conséquences et d'évolutions sur le territoire. Donc moi, je veux bien que tout soit facultatif et que chacun puisse s'en remettre à ce qui va se passer dans les communes. Mais si l'objectif, c'est de fédérer tout ça pour aller de l'avant, et y compris pour dépasser ce que j'ai entendu, c'est-à-dire les contraintes de chacune des communes mises les unes à côté des autres, je trouve quand même surprenant qu'à l'heure où le gouvernement et puis plus largement la majorité se font les chantres du dialogue social, y compris en région Rhône-Alpes où on est une terre d'innovation sociale depuis de nombreuses années, on passe à côté au moment de la rédaction du pacte territorial, je ne parle pas de façon systématique et immédiate, d'avoir un temps avec les organisations syndicales, au-delà de ce qu'elles vont pouvoir avoir au sein de chaque CTP de chacune de leurs communes, mais d'avoir un projet qui puisse les faire. Si c'est ce qui est prévu, on peut l'inscrire dans la loi, sinon on ne l'inscrit pas dans la loi et on en tire collectivement les conclusions. Merci, chers collègues. Monsieur Collomb pour explication de vote. Je veux simplement remarquer que cela sera fait par l'ensemble des organismes paritaires, à la fois des communes et en même temps du Grand Lyon, de la future métropole. Donc les choses seront bien faites ainsi, et c'est, je veux dire, la loi. Il y a consultation sur l'ensemble des choses, c'est déjà la loi actuelle. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 493 est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Il est favorable. C'est un favorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter veuillent bien lever la main. Merci. Pas d'opposition. Il est adopté. L'amendement 704 est présenté par Madame Lipietz.
Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de prévoir un conseil de développement obligatoire qui réunit les représentants des milieux économiques, socio-culturels et associatifs, puisqu'il n'y a pas de texte qui prévoit la réunion obligatoire ou la saisine obligatoire d'un conseil de développement, alors même que le conseil de développement a fait ses preuves partout où la loi l'a rendu possible. Et il me paraît important donc que pour Lyon, qu'on nous présente comme étant une métropole en plein développement, eh bien, il est bien sur un conseil de développement. Merci. Okay. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis de la Commission ? Cet amendement est satisfait par l'article 27 bis du texte de la Commission qui crée un conseil de développement auprès de la métropole de Lyon. Merci, Madame la Ministre. L'avis du gouvernement. L'avis du gouvernement est défavorable sur l'amendement, mais dès lors qu'effectivement on le retrouve à l'article 27 bis, je crois que la sagesse voudrait qu'il soit retiré, Madame. Il est retiré, Madame Lipet ? Il est retiré. Nous en arrivons à l'amendement 494. Il est défendu, Madame Keckermann ? Il est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Je ne reprends pas l'argumentaire de tout à l'heure et je me contente de dire que la Commission des lois a émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, même avis ? Même avis. Merci. Pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Alors, 12 amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 495, il est défendu. Le 496, de même. Le 782 est présenté par Madame le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à rétablir certains éléments de la rédaction du gouvernement sur les compétences de la métropole de Lyon, tout en maintenant les améliorations que la Commission des lois a apporté tout au long de son examen. Je voudrais préciser qu'à la différence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon bénéficie d'une clause de compétence générale qui rend inutiles certaines précisions qui ont été apportées, me semble-t-il, par la Commission. Des définitions qui ont été apportées pourraient créer à l'inverse des ambiguïtés et je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un texte qui, au contraire, et on l'a bien dit souvent, soit très clair. Introduire des dispositions précises aussi sur des domaines qui ne sont pas confiés particulièrement à une catégorie de collectivités territoriales ne paraît pas nécessaire. En l'absence de précision législative dans ces domaines, ceci relève de la clause de compétence générale. Voilà. En ce qui concerne enfin la participation au capital de certaines sociétés, vous savez que nous avons un texte qui va intervenir sur la croissance et l'emploi et la promotion de l'égalité des territoires et les régions, la mobilisation des régions, dans lesquelles on trouvera une disposition de cette nature. Donc le présent amendement que propose le gouvernement rétablit donc des dispositions qui permettent aux représentants de l'État dans le département de déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande l'ensemble des compétences dans le domaine du logement et de l'hébergement, les 5 compétences que sont l'attribution des aides à la pierre, la gestion du contingent préfectoral, la gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant, le droit de réquisitionner des locaux vacants. Voilà ce qu'est l'objet de cet amendement auquel effectivement le gouvernement tient pour bien que le travail de la Commission ait été, et nous l'avons salué, chaque fois de grande qualité. Merci Madame la Ministre. L'amendement 355 est présenté par Monsieur Collomb. De réécriture sur quelque chose que nous avions oublié dans l'écriture. Il se trouve qu'un grand équipement culturel de la ville de Lyon n'est pas sur le territoire de la ville de Lyon, est juste frontalier, et donc il s'agit de réintégrer de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Merci, chers collègues. Le 346 rectifié, présenté par Madame Laborde.
Merci, Monsieur le Président. Cet amendement était en réalité un amendement de coordination anticipé avec notre amendement numéro 345 déposé à l'article 31, mais auquel la Commission des finances a opposé l'article 40 pour une raison un peu obscure. Nous le regrettons. Le nouveau statut des métropoles prévoit que celles-ci seront compétentes pour l'organisation des transports urbains sur un périmètre de transport urbain et par appel de compétences pour organiser les transports scolaires. Le présent amendement, comme ceux que nous avons déposés aux articles 30 et 31, vise à souligner que les transports urbains ne sont pourtant qu'une composante des transports dans les espaces métropolitains, qui incluent à la fois des zones peu denses, des zones urbaines denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas souhaitable de réduire le périmètre des métropoles à des périmètres de transport urbain, PTU, en particulier compte tenu des besoins couverts par les services réguliers routiers et les services à la demande. En outre, la mise en place d'un PTU à l'échelle d'un espace métropolitain n'est pas sans conséquence sur les entreprises de transport et notamment sur les entreprises relevant des transports routiers interurbains de voyageurs qui, en l'état actuel du texte, verront leur activité encadrée par les dispositions de la convention collective urbaine. L'impact en termes de coûts et l'organisation même du travail dans ce cadre sont en effet incompatibles avec la faible densité des territoires qui relèvent actuellement de la compétence transport routier du département et pour lesquels les entreprises appliquent la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'étendre la compétence des métropoles, ici celle de Lyon, à l'ensemble des transports. Merci, cher collègue. Le 347 rectifié, Madame Laborde. Restez debout. Là, il s'agit juste, entre guillemets pour le juste, de corriger une erreur de référence. En effet, les articles L 1231-14, L 1231-15 et L 1231-16 du Code des transports n'existent pas encore, mais ont vocation à être créés par le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. D'où la nécessité d'adopter une approche plus cohérente de la réforme de la décentralisation. Chers collègues, le 773 est présenté par Madame Lipietz. Oui, c'est un amendement qui va être retiré en profit d'un autre texte qui va être présenté plus tard par Monsieur Filleul. Il est retiré. Oui, il est retiré. Nous passons au 703. Voilà. Je passe tout de suite au 703 qui vise effectivement expressément le syndicat mixte du Citral qui est chargé des transports collectifs urbains. Effectivement, on aura l'impression qu'aujourd'hui, si on adopte ce texte, il n'y aura plus demain de transport en commun à Lyon, mais c'est surtout un amendement qui a pour but d'attirer l'attention sur le fait complètement étrange que ce syndicat mixte soit au 3e degré, puisque ceux qui le gèrent, ce sont des élus. Ça fait un peu beaucoup pour une démocratie, alors même que le transport est au cœur même de ce que les citoyens et citoyennes attendent des services communautaires. C'est surtout un amendement d'appel. Le 353 et 352 sont présentés par Monsieur Collomb. 53, il s'agit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de bien délimiter ce qui sera la compétence de la métropole et ce qui sera conservé par les communes. Cet amendement vise à préciser que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance reste d'ordre communal. Merci. Le 352. Alors le 352, il s'agit simplement, aujourd'hui, dans la rédaction telle qu'elle était faite, on a l'impression qu'on prendrait parti de manière délibérée pour la délégation de services publics et pas pour la régie. On veut pouvoir garder l'ensemble des enjeux ouverts. Merci. Le 348 rectifié présenté par Madame Laborde. Oui, merci Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons donner à la métropole de Lyon la compétence d'élaboration d'un périmètre des transports métropolitains. Il vise donc le même objet que l'amendement similaire déposé à l'article 31 pour l'ensemble des métropoles.
La création de la métropole ne doit donc pas impliquer la création d'un PTU, mais reposer sur la création d'un périmètre des transports métropolitains. La métropole aurait ainsi comme tâche d'élaborer un schéma de transport distinguant les zones non urbaines des zones urbaines stricto sensu. Cette solution offre le double avantage de prendre en considération la diversité des transports métropolitains, desserte de zones urbaines denses, périurbaines et rurales, tout en évitant une inflation du coût des transports publics dans l'aire métropolitaine, alors que l'offre demeurerait constante. Merci, chers collègues. Enfin, le 361 est présenté par Monsieur Collomb. Il s'agit du problème de la compétence logement. C'est quelque chose qui va revenir qui est revenu ou qui va revenir, pardon, pour l'ensemble des métropoles. Nous ne pensons pas qu'on puisse effectivement transférer aux métropoles, qu'elles soient la métropole lyonnaise ou les autres, l'ensemble des compétences et en particulier le logement d'urgence. Parce que celui-ci est lié aux politiques que mène le gouvernement et donc qui ensuite pourrait mener un type de politique et transférer la charge sur les collectivités locales. Je rappelle que, par exemple, pour donner une idée des grandeurs, pour ce qui concerne l'aide à la pierre, les dotations en région sont de 45 millions. Pour l'hébergement d'urgence, c'est 90 millions d'euros. Donc, on ne voudrait pas tout d'un coup se voir transférer brusquement 90 millions d'euros qui sera la charge de la métropole. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements? Monsieur le Président, Mesdames les ministres, sur le 495, nous avons un avis défavorable. L'amendement substitue au transfert de plein droit des compétences communales la référence aux compétences aujourd'hui exercées par la communauté urbaine. Le champ de ces compétences est plus restreint. L'objectif assigné à l'article 20 est de donner à la métropole les moyens de mettre en œuvre le projet métropolitain. Voilà la raison de notre avis défavorable. Pour le 496, l'amendement prévoit la consultation pour avis des conseils municipaux avant le transfert de plein droit à la métropole des compétences communales. Cette consultation est inopérante puisque le transfert doit s'opérer par la loi. Donc un avis défavorable. Pour le 782 du gouvernement, et je le dis, la crainte révérentielle dans la voix, ce qui nous a gênés, c'est effectivement, comme l'a dit Monsieur Collomb, le bloc insécable. Parce que tout comme lui, mes collègues ne sont pas hostiles à l'opportunité éventuellement sur le DALO d'une convention particulière. On citait ce matin en commission l'exemple, je ne sais pas moi, d'une politique en quartier en rue où la collectivité peut avoir intérêt à vérifier qu'au nom de la mixité sociale, il n'y a pas, alors que l'Observatoire national des zones urbaines sensibles a plutôt tendance à dire le contraire, qu'il n'y a pas une surreprésentation de personnes bénéficiaires du DALO dans les quartiers en question. Donc on n'exclut pas des conventions particulières. Ce qui a coincé la Commission, c'est le caractère insécable, c'est-à-dire qui laisse présumer un transfert. Certains ont même dit que l'État se défaussait sur les métropoles. C'est affreusement caricatural, hein, mais ça a été prononcé. Donc, pour le reste, le raisonnement, et votre rapporteur l'avait pris aussi hier pour illustrer la compétence générale, le raisonnement que Madame la Ministre a tenu à toute sa pertinence. Maintenant, vous comprenez bien, c'est le sens de la rédaction qui est ici proposée, à l'heure où précisément il y a un pacte territorial à mettre en œuvre. Les élus ont préféré qu'il y ait quand même une énumération précise et je dirais énumérative justement, enfin une liste qui énumère les compétences
parce qu'ils ont peur que la présomption soit autrement systématiquement de laisser penser que les communes sont privées de ces compétences. Donc je reconnais la pertinence du raisonnement, pourtant pour des raisons psychologiques qui visent à rassurer les communes sur ce qu'elles conservent comme compétences, il a été préféré la rédaction d'une liste, même si je reconnais qu'elle n'allait pas de soi en droit, madame. Je le reconnais volontiers. J'ai moi-même pris votre exemple hier s'agissant de la différence entre un EPCI et une collectivité territoriale, même sui generis, comme dit le texte. Donc, voilà pour l'amendement du gouvernement, où, à mon grand regret, on a donc un avis défavorable. Voilà. Mais j'ai voulu. J'avais un petit doute, monsieur. Non, non. J'avais un petit doute. On peut être défavorable et mettre les formes, monsieur. Absolument. Sur l'amendement 355, l'amendement précise les modalités entourant le transfert à la métropole d'équipements culturels et sportifs des communes préexistantes. Cette disposition, adoptée en commission, est superflue, pensons-nous, puisque la compétence transférée inclut par sa généralité les équipements existants. Donc on a émis un avis favorable. Pour ce qui est de l'amendement de M. Mézard à l'article 20, il a été dit en commission, et je m'en remets à vous, chère madame, il a été dit que plutôt que d'utiliser mobilité urbaine, plusieurs commissaires ont dit que le terme qui était préférable, c'était de supprimer le mot urbaine et donc de préférer mobilité. Donc si vous acceptiez, et seulement à cette condition, de rectifier l'amendement, l'avis pourrait être favorable. Vous l'acceptez, ça devient le rectifié bis. Sur le 347, l'amendement supprime les références aux articles que propose de créer le projet de loi développement des solidarités territoriales, au numéro 497. Or, il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Il apparaît toujours hasardeux et en tous les cas de mauvaise pratique législative que de faire référence à des articles aujourd'hui inexistants, qui ne sont pas encore dans le droit positif. Pour cette raison, nous suggérons d'émettre, nous avons émis un avis favorable à l'amendement, puisque M. Mézard semble tout à fait dans son droit de ne pas anticiper sur un droit qui n'est pas encore positif, si j'ose dire. Pour l'amendement 703 de Mme Lipietz, la métropole de Lyon, au terme de l'article 20, sera substituée de plein droit pour les compétences communales obligatoires et les compétences départementales aux syndicats de communes ou aux syndicats mixtes dont le périmètre est identique au sien ou inclus dans le sien. Elle sera substituée aux communes de son périmètre dans les syndicats dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien. L'amendement propose d'unifier la compétence transport de la métropole au sein d'un même organisme. Il ne nous semble pas, à la commission des lois, pertinent de modifier brutalement par la loi l'organisation actuelle qu'impliquent d'autres collectivités que les communes de son périmètre. L'amendement aboutirait à désorganiser les transports dans l'ensemble de la zone, raison pour laquelle nous avons préféré émettre un avis défavorable. Il me reste 353, c'est ça? C'est ça, absolument. 353, l'amendement vise à supprimer le transfert à la métropole de la compétence communale en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, il s'agit là d'une compétence de la communauté urbaine. Cependant, dans le cadre du pacte de cohérence métropolitaine, la métropole pourra déléguer cette compétence aux communes de son périmètre. La commission des lois en a beaucoup débattu. Moi, je comprends parfaitement que les conseils locaux et les maires le demandent. J'ai Monsieur Brett, qui est venu en audition, en fait un élément essentiel de la concertation avec sa population et naturellement, on le suit. Néanmoins, on souhaite quand même ne pas
enlever la possibilité, comme la loi d'ailleurs le prévoit dans le statut des communautés urbaines, de pouvoir de temps en temps réunir à l'échelle communautaire un conseil communautaire de prévention de la délinquance, parce qu'on a raisonné en disant que des problématiques comme celle, par exemple, de l'insécurité dans les transports ne peuvent être pertinemment posées qu'à cette échelle-là. Donc, on émet un avis favorable. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir ou en savoir plus sur cette question de la décentralisation, notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous.